Eh bien, nous allons commencer. Je me présente, je suis Patrick Lebetti, directeur de la rédaction du Particulier. J'ai le très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à cette deuxième édition des rencontres patrimoniales du Particulier. Cette année, l'objectif de cette journée sera double. D'une part, vous aider à choisir les meilleurs placements pour faire fructifier et diversifier votre patrimoine, mais également vous conseiller sur l'optimisation de sa transmission à vos proches. La première conférence que je vais animer concerne l'assurance vie comme outil privilégié de transmission de patrimoine. Mais après cette conférence, vous aurez la possibilité dans la journée d'assister à 4 autres conférences. À 11h, Georges Carasso, qui est journaliste donc au Particulier immobilier, animera une conférence pour vous faire découvrir les possibilités d'investissement que représentent les résidences-services, c'est-à-dire aussi bien les résidences de tourisme, les résidences pour seniors, les résidences pour étudiants, et il y en a d'autres. Puis, à 14h, la conférence animée par Catherine Schmidiger, qui est rédactrice en chef du Particulier immobilier, vous permettra de cerner les atouts du dispositif d'investissement locatif Pinel. Puis, à 16h, vous aurez une conférence animée par Hervé Rousseau, qui est journaliste au Figaro, et qui animera une conférence sur les opportunités des placements boursiers, soit en direct au travers de l'achat d'actions, soit de façon indirecte par l'acquisition de parts de SICAV ou de fonds communs de placement. Enfin, à 17h30, Frédéric Durand-Bazin, qui est rédacteur en chef du Particulier, animera une conférence plus générale, plus universelle, sur l'ensemble des placements, des stratégies de placement dans le cadre de la conjoncture actuelle. Mais place maintenant donc à cette première conférence de la journée. Ah oui, j'ai oublié quand même de vous dire quelque chose aussi, c'est qu'en dehors de ces 5 conférences, je vous invite à aller retrouver sur l'ensemble des sites aussi bien nos journalistes et experts du Particulier que l'ensemble des professionnels qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Ce sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous souhaitez, sachant qu'à l'issue de chaque conférence, qui sont en général circonscrites sur à peu près 1 heure, il n'est pas prévu que vous puissiez poser des questions. Donc je vous indiquerai tout à l'heure selon quelle modalité vous pouvez les poser. Passons maintenant donc à la première conférence de cette journée consacrée à l'assurance vie comme outil privilégié de transmission de patrimoine. 152 500 €, c'est ce qu'il est possible de transmettre grâce à l'assurance vie à toute personne de son choix, et cela en totale franchise d'impôt. Dans certaines conditions que nous allons détailler tout à l'heure, en particulier pour les primes versées avant 1998 et à la fois avant le 70e anniversaire de l'assuré, l'exonération fiscale est même totale, elle n'est pas plafonnée. Autre privilège important de l'assurance vie, elle offre une très grande liberté dans le choix des bénéficiaires et dans les montants qui peuvent leur être transmis dans ce cadre-là, et ce même si effectivement il s'agit de personnes éloignées au niveau du rang familial ou même étrangères à la famille. Bien évidemment, pour bénéficier de ces avantages importants, il faut respecter un certain nombre de règles que nous allons passer en revue ensemble au cours d'une présentation d'une quinzaine de minutes avec donc un support sur écran. Puis je me tournerai ensuite vers mes invités, donc Olivier Beaufils, qui est consultant donc à la CARAC
et qui est une mutuelle d'épargne qui vend de l'assurance vie, et M. Gilles Artaud, qui est président de Planète Patrimoine, une société de conseil en gestion patrimoniale. Avec mes deux invités experts, nous chercherons à approfondir les possibilités qu'offre l'assurance vie en matière de transmission de patrimoine, mais nous nous pencherons également sur les conditions à remplir pour que cette transmission des capitaux aux bénéficiaires se passe bien dans les conditions souhaitées. Alors, pourquoi l'assurance vie est-elle un outil privilégié de transmission de patrimoine? Eh bien, tout simplement parce que les capitaux qui sont transmis dans le cadre de l'assurance vie le sont hors succession de l'assuré. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas à respecter les règles en vigueur dans le cadre d'une succession, en particulier pour le partage. Lors de l'ouverture de la succession, le notaire n'aura pas à prendre en compte les capitaux transmis par l'intermédiaire de l'assurance vie pour vérifier si les héritiers réservataires, qui sont en général les enfants, si ces héritiers réservataires reçoivent bien leur réserve héréditaire, c'est-à-dire la part de la succession qui leur revient de droit. C'est un avantage légal important de l'assurance vie qu'il faut savoir manier avec précaution. On y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est une grande liberté, mais en même temps, il faut respecter une condition importante. Il ne faut pas que les primes qui ont été versées sur le contrat aient été manifestement exagérées. Parce que sinon, les héritiers réservataires, s'estimant lésés, peuvent demander en justice la réintégration de ces sommes dans la succession afin de pouvoir en toucher leur part. Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée? La loi ne définit pas cette notion. Ce sont donc, au fil des années, les tribunaux qui, peu à peu, ont clarifié cette notion de prime manifestement exagérée. La jurisprudence est maintenant clairement établie. Le caractère donc manifestement exagéré d'une prime s'apprécie au moment de leur versement en fonction de 3 critères. Le premier critère, c'est la situation financière de l'assuré au moment du versement des primes. Par situation financière, il faut entendre l'importance de ses revenus, mais aussi l'importance de son patrimoine. Deuxième critère à prendre en compte, c'est l'âge de l'assuré et son état de santé au moment où il a versé les primes. Dernier critère, enfin, important, c'est l'utilité de l'assurance vie pour l'assuré au moment où il a souscrit le contrat et aussi au moment où il a versé les primes les plus importantes sur le contrat. Cette utilité de l'assurance vie s'entend dans un sens bien précis dans ce cas-là. C'est en tant qu'outil d'épargne. L'assurance vie permet, entre autres, de faire fructifier un patrimoine sur plusieurs années. Elle permet également de pouvoir se constituer un complément de revenus par des retraits partiels, réguliers, voire programmés. Comment les tribunaux, lorsqu'ils sont sollicités, utilisent-ils ces 3 critères? Je vais vous l'expliquer à travers 2 exemples. Prenons le cas d'une personne d'une 50aine d'années qui a des revenus confortables, disons 5 000 €, et qui
décide d'ouvrir un contrat d'assurance vie et d'y verser chaque mois, 500 €, c'est-à-dire 10% de ses revenus mensuels. Au bout de 20 ans, il va se retrouver avec un total de primes versées de 120 000 € qui, si elles ont fructifié correctement, pourront se monter à peut-être 250 000, 300 000 €. Enfin, c'est un exemple. Supposons que cette personne, ce souscripteur, est désigné comme bénéficiaire quelqu'un qui n'est pas un héritier réservataire et qui vient à décéder à ce moment-là. Eh bien, si jamais les juges étaient sollicités par un héritier réservataire, il y a de très fortes chances qu'ils considèrent que les primes versées ne sont pas manifestement exagérées. Pourquoi? Parce que si on reprend les 3 critères, le souscripteur, au moment de la souscription du contrat, était encore jeune, il était en parfaite santé, il a procédé à des versements tout à fait proportionnés à l'importance de ses revenus, 10%. Et en outre, pour lui, en tant qu'outil d'épargne, l'assurance avait manifestement toute son utilité. C'était bien pour faire fructifier et donc développer un patrimoine qu'il a souscrit ce contrat d'assurance vie. Donc là, dans ce cas-là, pas de prime manifestement exagérée. Et donc, le montage de ce souscripteur en désignant un bénéficiaire autre que donc, un héritier réservataire est relativement sécurisé au niveau juridique. Prenons maintenant le cas d'une personne âgée de 90 ans qui souffre d'une maladie grave et qui sait que malheureusement son espérance de vie est relativement limitée et qui subitement décide de vendre plusieurs biens immobiliers qui constituent l'essentiel de son patrimoine pour placer les fonds ainsi obtenus sur un contrat d'assurance vie et qui décide de nommer comme bénéficiaires des personnes autres que ses héritiers réservataires. Eh bien, là, les héritiers réservataires, à juste titre, qui peuvent s'estimer à juste titre lésés, attaqueront très vraisemblablement donc sa décision en justice, et les juges, on peut quasiment en être certain d'après la jurisprudence, trouveront que les primes sont manifestement exagérées. Regardons en fonction des 3 critères. La personne a procédé à ses versements à un âge très avancé, à un moment où il se savait très malade, avec une espérance de vie courte. Les versements qu'il a faits importants étaient totalement disproportionnés par rapport à l'importance de son patrimoine. Et en plus, en tant qu'outil d'épargne, l'assurance vie présentait pour lui, étant donné sa faible espérance de vie, une utilité nulle. C'était uniquement dans le but, effectivement, d'essayer de transmettre des capitaux importants à des personnes autres que réservataires et donc de détourner le code civil par rapport à la réserve héréditaire. Donc dans ces cas-là, dans ce genre de cas, c'est évident que les juges décideraient que la prime est manifestement exagérée. Nous allons maintenant aborder donc la fiscalité de la transmission de l'assurance vie. Alors c'est une transmission, c'est une fiscalité qui est très favorable, mais elle est également relativement compliquée, je vous le concède. Alors, au particulier, depuis pas mal d'années, on vous a concocté un petit tableau magique que vous pouvez retrouver d'ailleurs page 97 de chaque mensuel et qui résume l'ensemble des régimes fiscaux de la transmission des capitaux sur une assurance vie aux bénéficiaires. Le critère important, c'est de savoir, dans un premier temps, quand le contrat a été souscrit. S'il a été souscrit avant le 20 novembre 1991, eh bien, à ce moment-là, le fisc ne cherche pas à savoir s'il y a eu ou non des primes versées après le 70e anniversaire
de l'assuré. La seule chose qui importe à ses yeux, c'est de savoir quand les primes ont été versées. Si elles ont été versées avant le 13 octobre 1998, dans ce cas, les capitaux générés par ces primes et versés aux bénéficiaires sont totalement exonérés de droits. Il n'y a aucun impôt à payer. En revanche, pour les primes qui sont versées après cette date du 13 octobre 1998, les capitaux générés par les primes sont taxés. Mais ils sont taxés après un abattement de 152 500 €. Le montant de la taxation est de 20% entre 152 500 € et 700 000 €. Et au-delà de 700 000 €, le taux passe à 31,25%. Que se passe-t-il maintenant lorsque le contrat a été souscrit après le 20 novembre 1991? Là, les règles changent. Le fisc s'intéresse à savoir si effectivement il y a des primes qui ont été versées ou non avant ou après le 70e anniversaire de l'assuré. Lorsque les primes ont été versées, toutes les primes ont été versées avant le 70e anniversaire, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent que sur le haut du tableau dont je viens de vous décrire les règles. Donc je ne vais pas y revenir, ce sont exactement les mêmes règles en fonction de la date à laquelle les primes ont été versées. En revanche, si une partie des primes a été versée après le 70e anniversaire de l'assuré, là le régime fiscal est totalement différent. Les primes sont taxées après un abattement plus faible de 30 500 € et elles sont taxées non plus forfaitairement, mais en fonction du barème des droits de succession. Ce qui veut dire qu'elles seront taxées différemment selon le lien de parenté, existant ou non, entre l'assuré et le ou les bénéficiaires. Revenons maintenant un peu plus en détail sur l'abattement de 152 500 € qui est donc consenti pour les primes versées à compter donc du 13 octobre 1998 et dans certains cas donc avant le 70e anniversaire de l'assuré. Que faut-il penser de cet abattement? Eh bien, il est très favorable. Pourquoi est-il très favorable? Tout simplement parce qu'il est accordé par le fisc autant d'abattements de 152 500 € qu'il y a de bénéficiaires au contrat. Deuxième avantage, cet abattement de 152 500 € peut venir se cumuler avec l'abattement qui est consenti dans le cadre d'une succession hors assurance vie. Par exemple, dans le cadre d'une succession entre parents et enfants, vous le savez, il y a un abattement de 100 000 €. Eh bien, une personne qui décède peut, à son décès, donc, faire bénéficier un enfant au total de 252 500 € d'abattement, 152 500 € venant donc de l'abattement de l'assurance vie et 100 000 € venant de l'abattement consenti dans le cadre des règles successorales. Donc c'est quand même une belle somme de 152 500 €. Que penser maintenant du taux de la taxation dans ce qui est opéré dans ce cas-là, au-delà des 152 500 € dans le cadre de la succession, de la transmission d'un capital dans le cadre de l'assurance vie? Eh bien, ce taux est lui aussi très favorable, même si on le compare au barème des droits de succession entre parents et enfants. Regardons ce qui se passe dans ce cas-là. Après les 100 000 € d'abattement dont je vous ai parlé entre parents et enfants, quand vous regardez le barème des droits de succession que nous publions toujours aussi, page 97 de notre mensuel,
vous vous apercevrez que, en fait, seuls les 16 000 premiers euros environ, j'arrondis, sont taxés à un taux inférieur à 20%. Entre 16 000 euros environ et 552 000 euros environ, j'arrondis aussi, le taux passe à 20%, ce qui est le taux de taxation sur une assurance vie. Alors qu'une assurance vie, elle, permet donc de conserver ce taux jusqu'à, non pas 552 000 euros, pardon, mais 700 000 euros. Et pour revenir donc à une transmission hors assurance vie entre parents et enfants, au-delà de 552 000 euros, le taux passe à 30, puis ensuite 40, puis 45. Avec l'assurance vie, rien de tel, c'est 20% jusqu'à 700 000 euros, et au-delà de 700 000 euros, et quelle que soit l'importance de la somme transmise, le taux reste stable à 31,25%. Il n'atteint jamais les 40 ou 45% du barème d'imposition des successions entre parents et enfants. Bien évidemment, plus les capitaux sont transmis dans le cadre d'une succession hors assurance vie à des parents éloignés, plus l'avantage fiscal de l'assurance vie devient éclatant. Par exemple, dans le cadre de la transmission de biens entre oncles et neveux, le fisc n'accorde qu'un abattement d'environ 8 000 euros. Et au-delà de cette somme, le taux de taxation passe directement à 55%. S'il s'agit d'une personne étrangère à la famille, le concubin par exemple, eh bien, l'abattement fiscal consenti dans le cadre d'une succession hors assurance vie est d'environ seulement 1 600 euros. Et le taux d'imposition ensuite passe directement à 60%. C'est énorme. C'est évident que dans ce cas-là, l'intérêt de l'assurance vie pour transmettre en exonération fiscale assez large est évidente. J'en ai oublié une slide, je suis désolé. Donc, on va maintenant passer donc à l'abattement de 30 500 euros qui est consenti seulement en cas de prime versée après 70 ans pour les contrats qui ont été souscrits après le 20 novembre 1991. Cet abattement est moins élevé. Est-il pour autant si défavorable que cela? Eh bien non, pour deux raisons. La première, c'est que, encore une fois, cet abattement peut être cumulé avec l'abattement qui est consenti dans le cadre d'une succession hors assurance vie. Par exemple, les 100 000 euros dont on parlait tout à l'heure entre parents et enfants. La deuxième raison pour laquelle finalement cet avantage n'est pas si défavorable que cela, c'est que seule la partie des primes qui excède 30 500 euros est taxée. En revanche, tous les intérêts, les plus-values qui ont été générés par l'ensemble des primes versées après 70 ans sont, elles, totalement exonérées de droits. C'est quand même un bel avantage. Alors, il y a quand même deux bémols par rapport à cet abattement de 30 500 euros. Le premier, c'est que si effectivement une personne a souscrit plusieurs contrats d'assurance vie et que donc à ce moment-là, elle ne bénéficiera, enfin les bénéficiaires de ces contrats n'auront qu'un seul abattement de 30 500 euros pour l'ensemble des sommes qui auraient été versées sur l'ensemble de ces contrats après 70 ans. Et donc, en cas de pluralité de bénéficiaires, ils auront à se partager un seul abattement de 30 500 euros selon une règle qui est celle de la proportionnalité en fonction des capitaux taxables qu'ils reçoivent chacun. Le fisc a juste
consenti une petite faveur vis-à-vis de cet abattement de 30 500 €, du partage de cet abattement. C'est que comme le conjoint survivant et le partenaire de Pacs sont donc totalement exonérés de droits de succession, leur éventuelle quote-part de l'abattement de 30 500 € s'ils étaient désignés comme bénéficiaires n'est pas perdu. Il est rétrocédé, redistribué donc aux autres éventuels bénéficiaires du contrat. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation donc des règles civiles et fiscales de l'assurance vie. Et je vais maintenant rejoindre mes deux invités pour la suite de la conférence qui va durer à peu près 45 minutes. Donc, nous allons essayer d'approfondir ensemble pour vous les différentes possibilités qu'offre l'assurance vie en matière de transmission de patrimoine. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure dans ma présentation que lorsque les primes versées sur une assurance vie ne sont pas manifestement exagérées, il est possible avec une assez grande liberté de s'abstraire finalement de la règle de la réserve héréditaire. Légalement, c'est vrai ce que je viens de dire. Bon. Est-ce que c'est forcément toujours une solution à préconiser? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cette liberté légale offerte par l'assurance vie, notamment dans le cas en particulier de familles recomposées ou de familles dans lesquelles existent des dissensions? Monsieur Olivier Beaufils, je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, alors, en effet, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, en tout cas reconnu par la loi, dès lors où on respecte ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilité du contrat, un âge cohérent lorsque l'on effectue les versements qui sont réputés être manifestement exagérés, mais la loi va encore un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que de l'utilité du contrat, elle reconnaîtra plus volontiers une utilité pour soi-même que pour autrui. Donc je m'explique, si je paraphrase un petit peu l'exemple que vous avez fait tout à l'heure, que vous avez proposé, il est vrai que l'utilité du contrat reconnue pour soi-même, c'est-à-dire je place aujourd'hui une ou des sommes, lesquelles sommes pourraient être en dépassement de ma quotité disponible, dans l'intention de les récupérer pour moi-même, d'une manière ou d'une autre, par le biais de retrait sur un contrat d'assurance vie, donc des rachats, ou par le biais d'une transformation en rente. C'est possible. En tout cas, la loi ne s'y oppose pas. Attention cependant à ce que l'on veut faire. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une notion de prime manifestement exagérée, c'est-à-dire d'une action en justice d'un héritier réservataire, qui voudrait récupérer une partie, voire même la totalité, des sommes qui dépassent la quotité disponible. Retenons que les héritiers réservataires, les enfants, sont traités d'une même manière, quelle que soit leur origine en quelque sorte. Que ce soit vos enfants d'un premier mariage, que ce soit des enfants que vous ayez adoptés ou que ce soit des enfants que vous avez eus lors d'un second mariage, les héritiers réservataires sont les enfants en règle générale. Une vraie question à se poser, c'est de savoir si on a envie finalement qu'une action en justice soit menée par nos enfants contre une personne qui aurait été bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, possiblement le conjoint par exemple. Donc en fait, par rapport à votre question, je répondrai en deux temps. D'une part, oui, la loi nous autorise, en tout cas en ce qui concerne l'utilisation bien fondée du contrat d'assurance vie, à désigner comme bénéficiaires des personnes qui ne sont pas héritiers réservataires au-delà de la quotité disponible. Mais en cela, je vois une deuxième question. Est-ce que finalement, nous n'aurions pas meilleur temps de respecter cette quotité disponible dans la mesure de la faisabilité, évidemment, et dans la mesure aussi d'une correction régulière de la clause de bénéficiaire? Je crois que c'est un sujet que nous aborderons ensuite, parce que nous sommes dérangés, en quelque sorte, par cette simple idée qu'un héritier réservataire pourrait intenter une procédure en justice contre possiblement notre conjoint ou notre second conjoint, puisque c'est un problème qui se pose régulièrement et qui est dans l'air du temps. Très bien. Gilles Artaud, vous voulez ajouter quelque chose donc, sur cette question?
Juste un petit point, alors je partage parfaitement l'avis d'Olivier. Il faut savoir que la jurisprudence est devenue extrêmement favorable aux assurés en la matière, notamment sur le critère d'utilité, puisqu'on voit que la faculté de rachat, sans même qu'on l'ait exercée aujourd'hui dans la jurisprudence, est intégrée et que si on n'a pas souscrit le contrat trop âgé, la faculté de rachat permettra d'écarter les prix manifestement exagérés dans un grand nombre de cas. Pour autant, effectivement, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à ce qu'il y ait un contentieux au sein de sa famille entre les héritiers réservataires lésés et les bénéficiaires qui auront été gratifiés. Il est possible qu'un assuré décide que le contentieux est la bonne voie si vraiment il souhaite déshériter un enfant. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut simplement savoir que la procédure est longue, je ne sais pas si on en parlera après, mais voilà, c'est pas anodin, mais il ne faut pas pour autant l'écarter complètement si dans certaines situations, les assurés y tiennent vraiment. Alors justement, c'est vrai que c'est un mot qui mérite d'être abordé de façon brève, mais bon, la procédure judiciaire dans ce cas-là, lorsqu'un héritier réservataire s'estime lésé et attaque en justice, ça peut aller bien sûr jusqu'à la Cour de cassation. Ça peut prendre une dizaine d'années. Et se pose la question de la sécurité juridique des sommes qui ont été transmises aux bénéficiaires, parce que pendant ce temps-là, peut-être que l'assureur leur aura versé ces sommes, mais ils peuvent très très bien se voir condamnés en justice à être obligés de les restituer. Donc, dans ce cas-là, il y a une grosse insécurité juridique. Oui, tout à fait. De ce fait, les capitaux qui auront été éventuellement reçus par les bénéficiaires si l'assureur les a versés, le ou les bénéficiaires ne pourront pas réellement en disposer. Il faudra qu'ils les gardent pour éventuellement les restituer à l'issue de la procédure judiciaire. Donc c'est vrai que ça peut être un cadeau empoisonné et qui vaut peut-être mieux dans un certain nombre de cas se montrer peut-être moins ambitieux, plus mesuré et beaucoup parler aussi au sein de la famille, puisque ce que l'on voit aussi dans la pratique, c'est qu'une volonté bien exprimée de la part de parents à des enfants peut éviter de nombreux contentieux par la suite, puisque des enfants qui ont bien compris les intentions légitimes des parents se sentiront souvent assez tenus en fait et n'introduiront pas de contentieux. Donc je pense que la meilleure chose à faire déjà, c'est d'en parler, d'expliquer ce que l'on veut faire. Et d'éviter au maximum les contentieux futurs. Voilà, je crois que nous avons fait un point tout à fait utile effectivement sur la façon d'utiliser effectivement donc cette notion de clause manifestement exagérée et le fait qu'il faut effectivement user de cette liberté qui est donnée à l'assuré avec tact et mesure. Il y a un point que je n'ai pas du tout abordé lors de ma présentation, c'est sur la rédaction de la clause bénéficiaire, par laquelle le souscripteur désigne le ou les bénéficiaires qui recevront les capitaux placés sur l'assurance vie lors de son décès. Bon, la clause type par défaut de beaucoup de contrats, je crois, prévoit le versement des capitaux à mon conjoint, à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers. Mais le souscripteur est bien sûr libre de rédiger la clause comme il l'entend. Il peut bien sûr la personnaliser. Alors, je vais me tourner vers vous et vous demander deux choses. D'une part, finalement, on a bien vu là dans l'énoncé de la clause bénéficiaire type que j'ai dit à défaut, donc il y a plusieurs rangs de bénéficiaires. À quoi ça sert? Et puis, plus largement, quels sont les principaux conseils que vous souhaitez donner aux souscripteurs quand il rédige une clause bénéficiaire qui n'est pas celle que j'ai décrite, donc, qui est tournée vers le conjoint essentiellement, mais voilà, plus généralement. Monsieur Olivier Boffis. Alors vous avez dit beaucoup de choses. La première chose, c'est que vous avez introduit la notion de liberté. Donc dans un contrat d'assurance vie, le souscripteur est tout à fait en liberté de rédiger sa clause de bénéficiaire, et j'ai même envie de vous dire de la rédiger à multiples occasions. C'est-à-dire qu'une clause de bénéficiaire doit être vivante, hein, en quelque sorte, puisqu'il
il est tout à fait possible, sauf cas particulier du bénéficiaire acceptant, que l'on développera sans doute, mais sauf cas particulier du bénéficiaire acceptant, la clause de bénéficiaire doit être revue en fonction d'événements familiaux et en fonction d'événements de vie. Ensuite, dans la rédaction, il y a vraiment deux possibilités. Soit je vais indiquer un groupe de personnes, à défaut un autre groupe de personnes, ou alors je peux m'en aller vers une clause plus nominative. Lorsque j'inscris un groupe de personnes, c'est le cas dans votre exemple, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, il appartient aux bénéficiaires de démontrer leur qualité de bénéficiaire lorsqu'ils veulent encaisser le contrat d'assurance vie. Si ma clause indique mes enfants, il nous faudra nécessairement un document officiel qui nous présente la liste exhaustive de tous les enfants, je vous l'ai dit, qu'ils soient adoptés, qu'ils soient nés d'un premier ou d'un second mariage, tous les enfants ont les mêmes droits. Donc ce document, cette liste exhaustive, vous sera fourni par le notaire, ce qui implique probablement, possiblement, un délai supplémentaire dans le règlement des capitaux d'essai, puisque nous sommes effectivement en attente d'un document officiel qui nous donne la liste exhaustive de l'ensemble des enfants. Ceci dit, cette clause a bel et bien un intérêt quand on est, par exemple, dans une construction familiale. Aujourd'hui, j'ai un enfant, peut-être demain deux, et pour ne pas avoir à me soucier en quelque sorte de la cohérence systématique et continue de ma clause de bénéficiaire, eh bien, je peux faire appel à cette notion d'enfant né ou à naître. Donc déjà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, les bénéficiaires en cascade. Donc je désigne une personne, à défaut une autre personne. Il faut bien voir que c'est ici l'expression de la réelle volonté de la personne qui souscrit le contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que cette personne va désigner un groupe ou une personne comme bénéficiaire, tout en pensant déjà que si cette personne n'était pas présente à l'appel, eh bien le contrat d'assurance vie s'en irait dans les mains d'un autre ou dans le groupe suivant. Petite remarque à ce sujet-là, lorsque vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, vous avez finalement deux possibilités, accepter ou ne pas accepter ce contrat d'assurance vie. Attention à ceux qui sont persuadés qu'on peut ne pas accepter en faveur de quelqu'un, c'est absolument faux, puisque lorsque vous n'acceptez pas le contrat d'assurance vie, c'est en la faveur de la relecture de la clause de bénéficiaire en évitant finalement celui qui a renoncé. D'où l'intérêt notamment de prévoir des bénéficiaires en cascade. Parce que si je renonce, alors la notion de renonciation n'existe pas, on dit ne pas accepter. Mais si je n'accepte pas mon contrat d'assurance vie, mon assureur va relire ma clause de bénéficiaire et donc prendre cette clause comme elle a été rédigée en enlevant, en retirant la personne qui n'accepte pas. Donc il faut aussi prévoir cette notion de ne pas accepter le contrat d'assurance vie et en conséquence prévoir autant de cascades qu'il sera nécessaire pour que le souscripteur d'origine ait toujours la certitude que son contrat d'assurance vie tombera dans des mains qu'il avait préalablement sélectionnées. Il faut quand même voir que la clause de bénéficiaire, c'est un lien contractuel entre l'assureur et le bénéficiaire final. Donc il s'agit de respecter, même en son absence, par définition, il s'agit de respecter ici les volontés du souscripteur. N'oubliez pas de la faire vivre, évidemment, cette clause de bénéficiaire, au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des événements familiaux. Juste rajouter par rapport effectivement aux différents rangs qu'il peut y avoir dans la clause bénéficiaire, il est préférable qu'il y ait, c'est que si jamais il n'y en avait qu'un, c'est-à-dire par rapport à mon conjoint, et qu'on oubliait de mettre à défaut par mes héritiers, eh bien, les sommes qui sont sur l'assurance vie retomberaient dans la succession et donc ne pourraient pas bénéficier du régime fiscal très favorable de l'assurance vie. Ce serait quand même dommage. C'est pour ça que systématiquement, tous les assureurs mettent au moins à défaut mes héritiers, parce que là, au moins, ils bénéficieront donc des avantages fiscaux consentis dans le cadre de l'assurance vie. Vous vouliez, Gilles Artaud, intervenir? Oui, peut-être juste sur quelques conseils pratiques. Olivier a parfaitement expliqué les principes à respecter. L'expérience montre que parfois, vous allez désigner un bénéficiaire en utilisant à la fois la qualité et le nom. Ça, c'est quelque chose absolument à proscrire. Si vous désignez mon conjoint, Madame Duchemol,
et qu'à votre décès, votre conjoint n'est plus Madame Duchemol, et il va y avoir un petit souci. Donc ça, c'est une première précaution à prendre. La deuxième précaution, on a parlé de la représentation. Souvent, vous pensez, quand je dis vous, les assurés d'une manière générale, pas forcément vous qui êtes dans la salle, que la représentation est automatique. Alors, en matière de succession, c'est exact, et c'est pour ça que vous le pensez souvent. En matière d'assurance, non. Il faut absolument avoir prévu la représentation dans la clause pour qu'elle puisse s'exercer. Et une dernière petite précaution à prendre, c'est que le conjoint, c'est forcément quand vous êtes marié. Donc si celui ou celle que vous voulez désigner, c'est un partenaire de PACS, un concubin, n'utilisez surtout pas le terme conjoint. Soit vous dites mon partenaire de PACS, soit vous désignez la personne nommément, mais n'utilisez pas le terme conjoint. Et pour finir sur les précautions, l'expérience montre aussi que s'il devait y avoir une contestation de la clause bénéficiaire dans un cas un peu sensible, il serait extrêmement utile que cette clause ait été rédigée de manière manuscrite. Ça, vous savez, c'est le même formalisme finalement qu'en matière de testament. Le fait que la clause soit rédigée de manière manuscrite attestera de manière un peu plus solide de vos volontés que si vous avez simplement signé un document dactylographié. Bon, c'est pour les cas plutôt, on va dire, un peu sensibles que je cite cette précaution. Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, c'est qu'il est aussi possible de rédiger la clause bénéficiaire dans un testament déposé chez un notaire. Alors, quelle est à vos yeux l'utilité, effectivement, de ce mode de rédaction? Qui veut répondre? Monsieur Olivier Beaufils? Monsieur... Je peux donner un premier élément de réponse et puis passer ensuite la parole. Un avantage sera l'accompagnement, certainement. Le notaire est un homme de loi, il maîtrise donc toutes les notions autour du fait que la clause de bénéficiaire sera bel et bien licite. Par contre, à mon sens, il se passe quelque chose de tout à fait spécifique lorsque l'on dépose une clause de bénéficiaire chez un notaire, c'est sa lecture publique. Il se trouve que si votre clause de bénéficiaire a été déposée chez votre notaire la lira. La lira à haute voix en présence de l'ensemble des invités à la succession. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'ai pas de jugement à ce niveau-là, je fais juste la remarque avant de laisser la parole à Gilles. Par rapport à ce point-là, effectivement, ça peut dans certains cas être un avantage. Si on souhaite s'assurer que les contrats concernés ne seront pas oubliés au moment de la succession, ou si on souhaite que tout le monde soit au courant de la clause bénéficiaire. Dans d'autres cas, vous privilégierez peut-être plutôt la confidentialité. Dans ce cas-là, la désignation testamentaire sera peut-être un problème plutôt qu'une solution. Alors, l'autre intérêt à déposer la clause bénéficiaire chez un notaire, c'est que cette clause va pouvoir être enregistrée au fichier des dernières volontés. Ça peut être aussi une manière d'éviter que les capitaux ne restent en déshérence. C'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra après. Il faut néanmoins prendre quelques précautions. Alors, on dit souvent une clause testamentaire. Moi, je n'aime pas trop cette terminologie-là. Vous avez tout intérêt à ce que la clause bénéficiaire ne soit pas dans un testament en tant que tel, parce que vous savez que les règles de l'assurance vie, c'est ce qu'on disait en préambule, ne sont pas les règles successorales, c'est d'autres types de règles. Quand vous mettez ça dans un testament, si par hasard c'est pas extrêmement bien rédigé, certaines personnes lésées, mal intentionnées, pourraient en tirer argument pour indiquer que vous avez souhaité écarter les règles de l'assurance au profit des règles successorales. Donc je vous recommande grandement de ne pas mettre votre désignation bénéficiaire dans un testament, mais dans un acte qui pourra tout à fait être enregistré par le notaire, qui s'appellera clause bénéficiaire de mes contrats en les désignant, qui pourra tout à fait être déposé au fichier des dernières volontés, mais dans lequel il ne pourra pas y avoir de doute, de mélange entre testament et clause bénéficiaire. Et l'autre intérêt, c'est que souvent, vous savez, quand vous réalisez un testament, le notaire vous fait révoquer toutes les dispositions testamentaires antérieures pour éviter qu'il y ait des difficultés d'application du testament.
Si vous faites d'un côté une clause bénéficiaire qui s'appelle le testament, et de l'autre, vous avez fait à un moment un testament pour vraiment régler les aspects successoraux, vous risquez d'en révoquer un à un moment quand vous faites une modification. Voilà, donc je recommande de bien séparer les deux et de ne pas avoir une désignation bénéficiaire testamentaire. Alors, je souhaiterais revenir sur un point que vous évoquiez, Monsieur Olivier Beaufils, c'est-à-dire la difficulté parfois, effectivement, que peut avoir un bénéficiaire à renoncer donc au bénéfice, effectivement, des capitaux qui lui sont transmis. Bon, il y a, je pense, des solutions qui existent pour laisser quand même cette latitude à un bénéficiaire de renoncer à son décès, de renoncer de son vivant, je veux dire, au bénéfice de la clause en faveur, par exemple, de ses enfants. Quels sont les montages ou les clauses qui permettent effectivement cela? Ça peut être vrai pour le conjoint, ça peut être vrai aussi pour des enfants qui souhaitent directement transmettre, parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent, donc les capitaux à leurs propres enfants. Monsieur Olivier Beaufils. Alors, clairement, c'est une faculté, le fait de renoncer, mais on l'a dit tout à l'heure, on renonce en faveur d'une relecture de la clause de bénéficiaire. Je vais travailler de la même façon que vous, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple, si vous le voulez bien. Je m'apprête aujourd'hui à déposer 150 000 € sur un contrat d'assurance vie dont, idéalement pour moi, mon bénéficiaire serait mon conjoint, à défaut, mes enfants. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, je réalise ce montage dans l'objectif de protéger mon conjoint en cas de décès. C'est-à-dire, si je décède, je vais donc proposer à mon conjoint la récupération de 150 000 €. Est-ce qu'elle en aura besoin ? C'est une vraie question. La vraie question, c'est est-ce que mon conjoint aura besoin de 150 000 €? N'aura-t-elle pas besoin de 100 000 ou de 50 000 €? Alors, ma proposition est relativement simple. Je vous propose de faire plusieurs contrats d'assurance vie, quand bien même chacun des contrats d'assurance vie possède la même clause de bénéficiaire. Je m'explique, si toutefois je fais 3 contrats dans mon exemple que j'ai simplifié volontairement, si je fais 3 contrats à 50 000 €, mon épouse aura donc l'opportunité d'accepter les 3 contrats et auquel cas encaisser 150 000 € dans la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Si toutefois sa nouvelle vie, après moi, lui indique qu'elle peut se contenter de 100 000 €, eh bien, il lui suffira de ne pas accepter l'un des 3 contrats, puisqu'elle sait que les bénéficiaires suivants sont nos enfants. Attention, dans mon histoire, évidemment, mon épouse est bel et bien informée de la clause de bénéficiaire, parce que, comme ici, il ne s'agit pas d'une lecture publique, si elle n'accepte pas le bénéfice de ce contrat d'assurance vie, eh bien, elle espère que les bénéficiaires suivants à la relecture sont les bénéficiaires qu'elle voulait, c'est-à-dire notamment les enfants. Donc déjà, multiplier le nombre de contrats, quand bien même on a la même désignation de bénéficiaire, semble être un chemin qui est praticable et conseillé. Deuxième chose, en ce qui concerne cette clause de bénéficiaire, eh bien, au-delà des problématiques dont on a parlé tout à l'heure, la problématique qui est en rapport avec la part réservataire et donc la prime manifestement exagérée, la problématique qui est liée à la rédaction de la clause de bénéficiaire chez un notaire, il faut aussi privilégier, je suppose, et je suis d'accord avec vous Gilles, il faut privilégier le discours familial, c'est-à-dire que, évidemment, comme on ne peut pas renoncer en faveur de qui que ce soit, mais simplement en la faveur de la relecture de la clause, eh bien, il me semble tout à fait opportun de mettre au courant régulièrement sa famille, et c'est une belle idée que vous avez eue là, mettre au courant régulièrement sa famille de nos intentions et de la composition du patrimoine, notamment en assurance vie, jusqu'à leur indiquer, finalement, la rédaction de la clause de bénéficiaire. Juste sur la multiplication des contrats, je suis donc parfaitement d'accord avec le conseil d'Olivier. Si quelqu'un vous recommandait au sein d'un même contrat de prévoir dans la clause bénéficiaire que le conjoint survivant puisse accepter une partie des capitaux et ne pas accepter une autre partie des capitaux, faites attention pour l'instant parce que ça n'est pas juridiquement solide.
On peut penser que ça le sera un jour, mais actuellement la jurisprudence n'est pas faite. Il y a des débats de doctrine, donc il vaut beaucoup mieux faire de la multiplication de contrats. Là, ça sera totalement sûr juridiquement, plutôt que vouloir le faire au sein d'un même contrat dans une même clause. Alors, le temps tourne malheureusement très vite. Très brièvement, vous avez en partie répondu tout à l'heure, Monsieur Lévy-Beaufils, mais est-on prisonnier d'une clause bénéficiaire quand on l'a rédigée? Peut-on la revoir? Et dans quel cas, effectivement, est-elle véritablement verrouillée? A priori, on n'est pas piégé dans une clause de désignation de bénéficiaire traditionnelle, sauf à ce qu'il y ait un bénéficiaire acceptant. Donc la notion spécifique du bénéficiaire acceptant, c'est le fait même que sur un même document, nous ayons désigné un bénéficiaire, un souscripteur, et que les deux aient signé. Donc finalement, l'un reconnaît que l'autre accepte le bénéfice. En conséquence, attention, lorsqu'on a un bénéficiaire acceptant, il est hors de question de modifier la clause de bénéficiaire, d'une part, hors de question d'effectuer des rachats, qu'ils soient partiels ou totaux, sur un contrat d'assurance vie, hors de question de le mettre en nantissement. Bref, on a finalement verrouillé le contrat d'assurance vie et la clause de bénéficiaire, et pour déverrouiller, en fonction des besoins que vous avez autour de votre contrat d'assurance vie, il vous faudra désormais l'acceptation, l'accord express du bénéficiaire acceptant au fur et à mesure du déroulé de votre procédure. Ceci dit, on peut y voir un avantage, en tout cas on peut transformer tout inconvénient en avantage, vous savez que c'est une spécialité française, donc par le fait, la clause de bénéficiaire acceptant vous emmène vers une situation de blocage qui pourrait être votre volonté. Encore une fois, je vais pratiquer par l'exemple, mais admettons aujourd'hui que des grands-parents souhaitent donner une somme d'argent à leurs petits-enfants, tout en contrôlant ce qu'il sera fait de cette somme d'argent. C'est-à-dire que certains d'entre nous avons probablement l'envie de donner une partie de notre patrimoine, mais nous serions rassurés si nous savions exactement ce qu'il allait être fait de ces sommes d'argent que nous avons confiées au petit enfant dans mon exemple. Eh bien là, la clause de bénéficiaire acceptant, quand bien même on l'a vu dans un premier argumentaire comme un défaut, devient un avantage. Parce que là, finalement, si je m'inscris moi, donateur, comme bénéficiaire acceptant du contrat de mon donataire, je l'oblige en quelque sorte à venir me consulter lorsqu'il souhaitera dépenser ces sommes. Donc finalement, je transforme ce qui pouvait paraître comme un inconvénient en un avantage possible autour d'une gestion patrimoine plutôt tournée vers la donation. Alors on peut quand même, c'est une option effectivement qui n'est pas toujours reconnue et qui est tout à fait intéressante. Il y en a une qui est plus classique, donc Gilles Artaud, au travers d'un don manuel et d'un pacte adjoint. Oui. C'est peut-être intéressant de la rappeler également. Oui, tout à fait. Brièvement. Alors, la solution qu'a indiquée Olivier est une solution qui est parfaite pour les enfants ou petits-enfants majeurs. En revanche, pour les mineurs, vous savez que les mineurs ne peuvent désigner comme bénéficiaires que leurs héritiers. Donc du coup, c'est une autre solution qu'il faut envisager pour les enfants mineurs. Et cette autre solution, c'est effectivement un don manuel de somme d'argent avec un pacte adjoint. Le pacte adjoint, c'est un acte par lequel vous allez encadrer les modalités d'utilisation et de disposition des fonds qui ont été donnés. Donc vous allez notamment prévoir l'obligation de remploi de la somme donnée dans un contrat d'assurance vie. Et vous allez pouvoir prévoir qui administre le contrat d'assurance. Ça n'est pas forcément l'administration légale des enfants mineurs qui s'appliquera. Si vous souhaitez que ce soit vous en tant que donateur qui administriez le contrat, vous pouvez tout à fait le prévoir. Ou si vous souhaitez que ce soit un tiers, c'est également possible. Et vous allez également prévoir les modalités selon lesquelles l'enfant ou le petit enfant va pouvoir utiliser les fonds. Vous allez pouvoir par exemple bloquer l'utilisation des fonds jusqu'à un certain âge. Alors cet âge, il peut être variable selon les compagnies, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous ne pourrez pas dépasser 25 ans, qui est l'âge qui, au niveau de la jurisprudence, a été admis. Donc vous allez pouvoir prévoir les cas dans lesquels le
le déblocage des fonds peut se faire. Généralement, ce qu'on prévoit plus simplement, c'est qu'il y a une nécessité d'accord du donateur lorsque le donataire souhaite faire un retrait, une avance ou donner le contrat en garantie. Il y a aussi des modalités possibles donc, pour la gestion du contrat. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vrai que je n'ai pas été clair là-dessus. Quand j'ai parlé de l'administration du contrat, effectivement, pour tout ce qui est gestion d'actifs, donc choix des supports financiers, arbitrage, etc., ça peut être très bien le donateur qui s'en occupe, qui se réserve cette prérogative. Là aussi, jusqu'à un certain âge, puisqu'il y a un âge à partir duquel le juge considérera toujours que le donataire doit avoir la libre gestion et disposition des fonds. Mais donc on peut prévoir que le donateur, jusqu'à un âge de 25 ans, puisse totalement gérer, piloter l'allocation d'actifs du contrat, ou bien que ça soit une autre personne, par exemple l'enfant quand on a donné un petit enfant, ou un tiers en qui vous avez confiance. Très bien, mais écoutez, là je crois qu'effectivement nous allons pouvoir quitter effectivement ce domaine là. Alors, il y a quand même de plus en plus de souscripteurs qui souhaitent ou se font conseiller de démembrer la clause bénéficiaire. Donc entre un usufruitier, le conjoint survivant généralement, et un ou plusieurs nus propriétaires qui peuvent être les enfants. Quelles sont les possibilités, mais aussi éventuellement les dangers qu'offre ce type de clause? Est-ce que, d'une manière générale, les assureurs les acceptent? Est-ce qu'elles acceptent de les rédiger? Ou est-ce qu'il faut se tourner vers un notaire? Monsieur Olivier Beaufils, que pensez-vous effectivement de ce démembrement de clause bénéficiaire? Que c'est une opportunité fiscale, c'est certain. C'est la possibilité donc de créer deux bénéficiaires en lieu et place d'un seul, puisque d'un côté, j'aurai un bénéficiaire qui sera réputé être quasi usufruitier, et d'un autre côté, j'aurai un bénéficiaire qui sera nu propriétaire. L'avantage, c'est de multiplier en conséquence les bénéficiaires et donc d'avoir un événement en cascade qui est déjà prévu par une première clause, donc par un premier décès. Est-ce que tous les assureurs acceptent de la rédiger? Je pense que non. Je pense que certains assureurs, certaines compagnies mutualistes préféreront une clause de démembrement, de bénéficiaires démembrés, rédigée notamment par un notaire. L'objectif étant la bonne compréhension finalement du titulaire du contrat d'assurance vie quand il s'agira de lui expliquer que la notion d'usufruitier n'existe pas lorsque on parle d'un contrat d'assurance vie, il n'existe que la notion de quasi-usufruitier. Cette notion de quasi-usufruitier implique que le quasi-usufruitier a la possibilité de consommer le capital. En conséquence, nous préférerons que le notaire ait mis en alerte en quelque sorte l'adhérent, le propriétaire du contrat, afin qu'il ait bien en conscience que le quasi-usufruitier peut consommer du capital. Ce qu'il aura consommé sera une dette sur le deuxième décès. Encore faut-il, et là je vais laisser la parole à Gilles, encore faut-il que cette dette soit absorbable en quelque sorte par le second décès. Par contre, au niveau fiscal, c'est effectivement une opportunité. Sur l'opportunité fiscale, pour peut-être être bien sûr que vous en ayez compris toute la portée, si vous désignez votre conjoint en pleine propriété, les capitaux qui vont être reçus par le conjoint survivant se trouveront, pour la partie qui n'aura pas été consommée, dans la succession du conjoint survivant, à laquelle seront appelés le plus souvent les enfants. De ce fait, les enfants paieront des droits de succession sur les capitaux qui ont été reçus au premier décès par le conjoint survivant. Le démembrement de la clause bénéficiaire va permettre de voir s'appliquer sur la valeur de la nue propriété une taxation d'assurance au premier décès et une absence de droits de succession au deuxième décès, puisqu'en fait, les nus propriétaires vont venir présenter dans la succession du conjoint survivant ce qu'on appelle une créance de restitution, à hauteur de la valeur des capitaux qui ont été reçus par le conjoint survivant au premier décès. Et cette créance, elle s'applique sur la succession globalement, elle ne s'applique pas sur les capitaux qui resteraient non consommés. Ce qui veut dire que si une partie des capitaux ont été consommés par le quasi-usufruitier, la créance excédentaire,
viendra s'imputer sur le reste de la succession et donc constituera de toute façon un avantage fiscal. Donc ça, c'est pour l'intérêt fiscal. Alors, il est clair que la clause bénéficiaire démembrée est complexe à bien maîtriser, qu'un conseil avisé est nécessaire, que ce soit celui d'un notaire ou d'une autre personne qualifiée. Vous avez plusieurs possibilités dans une clause bénéficiaire démembrée. Le quasi-usufruit est ce qui va se produire, on va dire, par défaut. Vous pouvez tout à fait l'écarter et prévoir une obligation de remploi pour l'usufruitier nu propriétaire. Par exemple, dans un contrat de capitalisation, ça peut se faire aussi très bien dans un bien immobilier, ce que vous voudrez, ce qui permettra au conjoint survivant de percevoir les revenus des actifs concernés, mais de garantir au nu propriétaire que les actifs seront toujours là dans la succession du conjoint survivant. Dans le quasi-usufruit, généralement on prévoit le quasi-usufruit pour finalement être dans une situation qui correspond à celle dans laquelle se serait trouvé le conjoint s'il avait reçu la pleine propriété des biens, mais en optimisant néanmoins la fiscalité pour les enfants. Si on veut vraiment atteindre cet objectif-là, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour que le conjoint survivant n'ait pas obligation de fournir caution, n'ait pas obligation de fournir des garanties. Il faut également prévoir ce qui se passe au niveau de la fiscalité, puisque les nus propriétaires peuvent avoir une taxation d'assurance à payer au premier décès, alors qu'ils ne recevront pas de capitaux. Donc il faut bien prévoir ce qui va se passer. Il faut aussi prévoir comment on trace la créance de restitution, puisqu'on a vu des cas où 20 ans, 25 ans après, plus personne n'était capable de dire qu'il avait une créance de restitution, là je parle des enfants, à faire valoir dans la succession. Donc tout ça doit se traiter, doit s'organiser dans la clause bénéficiaire démembrée pour qu'elle atteigne pleinement ses effets. Très bien. Alors, nous avons jusqu'à maintenant parlé des contrats d'assurance vie qui sont souscrits par le défunt et indiqué que, sauf prime manifestement exagérée, ils n'ont pas à être réintégrés dans la succession. Il en va tout autrement des contrats qui ont été souscrits par le conjoint survivant lui-même, dans la mesure où les époux étaient mariés selon un régime communautaire. Il y a deux réponses ministérielles, les réponses ministérielles Proriol et Baquet, qui prévoient que la valeur de rachat de ces contrats donc souscrits par le conjoint survivant doit être réintégrée dans la communauté et donc la moitié ira dans la succession du défunt. Quelles sont les mesures que les époux peuvent prendre pour éviter effectivement ce cas de figure lorsqu'ils ne le souhaitent pas? Donc, Monsieur Olivier Beaufils. Bon, je pense qu'on va se partager le travail à ce sujet-là parce que la question est vaste. Donc, réponse ministérielle Baquet, alors qui elle est civile hein, finalement. La première réponse était et fiscale, pardon. La première réponse était civile et puis la réponse Baquet est fiscale. Donc, d'abord la logique qui a motivé en quelque sorte cette réponse ministérielle. Lorsque dans un couple marié sous un régime de communauté, l'un des deux survit et possiblement est propriétaire d'un contrat d'assurance vie, eh bien il semblerait qu'aux yeux du législateur, ce contrat d'assurance vie ait été alimenté par des deniers communs. En conséquence, en cas de décès, vous savez qu'il est tout à fait nécessaire de passer dans l'actif successoral la totalité de ce que possédait le défunt, et il se trouve que la moitié de la valeur de rachat du contrat non dénoué appartenait au défunt, donc on le retrouve à peu près logiquement dans une dévolution légale. Ok, admettons. Premier élément de réponse, la réponse ministérielle Baquet existe parce qu'on parle de deniers communs. Cette réponse ministérielle ne serait pas applicable à des deniers propres. Donc, premier conseil éventuellement, c'est celui de dire que lorsque je remploie des sommes personnelles, donc des sommes que je possède en propre, sur un contrat d'assurance vie, il faudrait nécessairement que je l'indique à mon assureur, à ma mutuelle, à mon conseiller, parce que la clause de remploi est un début de preuve qui consiste à dire que certes ce contrat n'est pas dénoué parce que je ne suis pas décédé, mais je vous dis, monsieur le juge, monsieur le notaire suffira, je vous dis que ces biens m'appartenaient en propre et en conséquence, il est hors de question d'appliquer la réponse ministérielle Baquet sur ces sommes-là. Première possibilité.
Deuxième possibilité, la clause de préciput. C'est un accessoire au mariage et lors d'une consultation chez son notaire, on peut appliquer un préciput dès lors qu'on l'applique sur des deniers communs. C'est-à-dire que finalement, dans mon contrat de mariage qui est une communauté possiblement réduite aux acquêts, eh bien je vais d'ores et déjà attribuer à l'avance, en quelque sorte, la propriété d'un contrat d'assurance vie au prétexte que son contrat d'assurance vie était réputé être un bien commun. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée? Je vais faire l'autre moitié alors. Oui. Donc il y a une autre solution qui sera valide si les contrats ne sont pas déjà souscrits. Ça consiste à faire une co-souscription avec un dénouement au premier décès. Pourquoi c'est une solution valide? Parce que lorsque vous faites une co-souscription avec dénouement au premier décès, le contrat se dénouera forcément, quel que soit l'ordre des décès. Ce que vous avez expliqué, Olivier, juste avant, c'est qu'en fait, le problème se posait sur les contrats non dénoués, sur la valeur de rachat des contrats dénoués. Si le contrat est dénoué, c'est d'autres dispositions qui s'appliquent, puisque le Code des assurances prévoit que les contrats qui se dénouent au profit du conjoint survivant n'ont pas à donner lieu à récompense à la communauté lorsqu'ils ont été financés par des fonds communs. De ce fait, si vous avez fait un contrat en co-souscription qui se dénoue, donc quel que soit l'ordre des décès, au premier décès, au profit du conjoint survivant, il n'y aura pas lieu de récompenser la communauté. Donc ça permet de régler ce problème-là. Vous pouvez l'assortir d'une clause bénéficiaire démembrée si vous souhaitez en même temps optimiser la fiscalité successorale. Donc le seul inconvénient, c'est que ça ne peut fonctionner que pour des nouveaux contrats. Peut-être qu'à l'avenir, mais cet avenir est encore incertain, vous aurez la possibilité de transformer des contrats qui aujourd'hui sont en adhésion simple en contrats en co-souscription. Il y a une première brèche qui a commencé à s'ouvrir à la Cour de cassation, mais il n'est pas certain que toutes les conséquences fiscales en soient tirées, donc pour l'instant, il est trop tôt. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait assez largement le tour des questions que je souhaitais vous poser. Il y en a peut-être une petite dernière. Donc il est possible, je crois, de faire bénéficier un bien immobilier de la fiscalité successorale de l'assurance vie. Alors je crois que c'est un montage assez complexe, on ne va pas s'y attarder, mais peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez effectivement indiquer comment c'est possible et si c'est souhaitable et possible? Alors en quelques mots, parce qu'effectivement c'est un montage qui est complexe, vous pouvez tout à fait en fait vendre le bien immobilier que vous avez à une société civile que vous constituez entre les personnes à qui vous souhaitez peut-être à terme le transmettre. Vous faites emprunter la société civile pour qu'elle soit capable d'acquérir le bien. Le cash qui est dégagé par la cession, vous pouvez le placer sur un contrat d'assurance vie que vous donnez en garantie à la banque pour le crédit. Et de ce fait-là, vous avez transformé un actif qui est un actif immobilier en une assurance vie, puisque dans la société civile, en fait, il n'y a plus de valeur. Hein. Vous avez l'actif immobilier et en face, vous avez une dette. Donc vous n'avez plus de valeur. Et la valeur a été transférée dans une assurance vie qui, elle, pourra bénéficier de la fiscalité successorale avantageuse. Alors il y a des précautions à prendre pour ne pas tomber dans un schéma d'abus de droit. Ça marche bien quand le bien immobilier est suffisamment ancien parce que quand vous cédez, vous avez l'impôt sur les plus-values au passage, donc il faut faire attention à ça. Donc il y a tout un ensemble de précautions à prendre. C'est juste une petite ouverture pour ceux que ça pourrait intéresser, mais à approfondir avec un conseil. Très bien, écoutez, voilà, je vous remercie tous les deux de vos réponses d'experts. Nous avons fait malheureusement un tour d'horizon beaucoup trop court parce qu'il resterait beaucoup de choses à dire sur l'assurance vie. Je n'ai pas tout à fait épuisé d'ailleurs toutes les questions que j'avais préparées. Mais donc là, la conférence va se terminer. Nous avons même largement dépassé l'horaire. Alors, comme je vous le disais, je vais essayer de faire avancer. Si ma télécommande marche, non, elle ne marche plus. Donc, écoutez, c'est pas grave. Voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est
pas possible donc, cette année de poser des questions à l'issue de la conférence. En revanche, nous serons bien sûr disponibles sur nos stands respectifs là, toute la matinée, pour vous également toute l'après-midi, pour répondre aussi à vos questions. Vous pouvez également poser vos questions sur notre site. Donc, je fais une dernière tentative, mais manifestement, ça ne marche plus. Je voulais vous afficher l'adresse mail. C'est l'adresse courrier lecteur, tout attaché, avec lecteur avec un S, @leparticulier.fr. Et sur cette adresse-là, vous pouvez poser toutes les questions consécutives à cette conférence ou celles qui vous viendraient par la suite. Nous nous engageons à y répondre. Donc voilà. Et d'ici quelques semaines, vous pourrez également d'ailleurs retrouver sur notre site, à la rubrique tout à fait en haut vers le logo événements, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence, le texte de la conférence, ainsi que toutes les questions qui ont été posées avec leurs réponses. Ça a été vraiment un plaisir de participer à cette conférence avec vous, chers abonnés, avec mes deux invités. Et maintenant, je vous convie aux autres conférences de la journée. Et voilà.